Donald Trump avait un plan pour le Groenland, et il semble fonctionner. Mais cela ne veut pas dire que l'affaire sera finalement avantageuse pour les États-Unis, ni que l'accord sur le Groenland aura été une bonne affaire pour les États-Unis. Nous allons voir dans cette vidéo ce que Donald Trump obtiendra probablement au Groenland, et les conséquences pour les États-Unis. Haile Gastro dit « Économisez maintenant le plus chez Oli avec mon code ». Donald Trump a déclaré que les États-Unis voulaient annexer le Groenland sous sa présidence. Si cela n'était pas accepté, des droits de douane punitifs seraient imposés. Ceux-ci ne sont plus d'actualité, tout comme la force militaire. Il a désormais exclu cette option, mais auparavant ce n'était pas le cas. Il a même été envisagé de menacer un partenaire de l'OTAN d'une possible prise de contrôle militaire. Après des entretiens avec Mark Rutte à Davos, un accord a été trouvé, mais il reste à signer. Il se peut donc que beaucoup de choses changent encore. Mais nous voulons discuter ici de l'état actuel. Le nouvel accord constituera une renégociation de l'accord de sécurité de... Accord conclu entre les États-Unis et le Danemark. Selon cet accord, les États-Unis conservent aujourd'hui une base militaire et en ont exploité plusieurs autres au Groenland. Le Golden Dome serait aussi inclus dans l'accord. Le système de défense antimissile prévu par Donald Trump devrait aussi être installé au Groenland et l'inclure. Il faut l'intégrer à la nouvelle négociation. De plus, selon la déclaration, les États-Unis devraient avoir un droit de regard sur le contrôle des investissements afin d'éloigner la Chine et la Russie. Là-bas, s'ils ne veulent pas, pour les investissements au Groenland. De plus, les Européens renforceront la sécurité en Arctique. Les nouvelles négociations devraient notamment permettre aux États-Unis d'obtenir la souveraineté sur les bases militaires au Groenland, comme pour les bases britanniques à Chypre. Certaines zones du Groenland pourraient devenir des possessions, mais l'OTAN et le Danemark affirment qu'aucun compromis sur la souveraineté n'est prévu. Avec le sponsor d'aujourd'hui, vous préservez aussi votre vie privée. Si vous détestez autant que moi les emails et appels indésirables, le sponsor d'aujourd'hui peut vous aider. Incogni a un modèle d'affaires très simple. Pour peu d'argent, nos données sont effacées d'Internet. Sur Internet, de nombreuses offres gratuites existent, et nous les acceptons. Bien que l'on dise, si on ne paie pas le produit, c'est qu'on est le produit. Ces sites et applications affichent de la publicité, ou collectent nos données pour les revendre à des courtiers. Il ne s'agit pas seulement de nos adresses e-mail et de nos noms, mais souvent aussi de notre date de naissance, de nos adresses de domicile et de nos comportements d'achat et de navigation. Chaque recherche ou produit consulté peut être enregistré puis utilisé pour du spam. Aussi, pour les entreprises, les primes d'assurance ou de crédit peuvent coûter plus cher. Des crédits peuvent être refusés si l'on est jugé peu fiable en raison de certains sites visités ou mots-clés recherchés en ligne. Incogni intervient pour empêcher cela, garantissant ainsi que nous n'avons pas à payer tous les coûts des services gratuits sur Internet. On s'inscrit, autorise l'entreprise à agir pour nous, et il supprime aussitôt nos données. Je peux suivre le processus, et à chaque visite, je reçois la confirmation de suppression. Si les courtiers posent un problème, Incogni poursuit jusqu'à ce que mes données disparaissent. Mois après mois, ils continuent ainsi à protéger ma vie privée. Si vous aussi, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie privée, vous trouverez le lien dans la description. Vous soutenez la chaîne et profitez aussi de 60% de réduction via mon lien. J'ai pris un abonnement annuel pour que mes données soient toujours supprimées. En même temps, je vous suis reconnaissant de soutenir la chaîne. Mais revenons à la vidéo. Concernant les bases, il faudrait appliquer une réglementation similaire à Chypre. Celle-ci garantirait que les bases américaines ne devraient pas quitter le Groenland même en cas d'indépendance, car elles resteraient alors sous contrôle américain, en possession américaine. Le New York Times rapporte que les États-Unis redoutaient d'éventuels problèmes en cas d'indépendance du Groenland. Nous avons déjà évoqué ici sur la chaîne que cela serait possible. Et le gouvernement actuel, il faut le dire en toute honnêteté, le gouvernement actuel à Nuuk n'a pas vraiment contribué à détendre la situation. D'importants progrès ont été réalisés vers la Chine. Et selon un journal danois, renforcer les liens avec la Chine est une priorité pour le ministre des Affaires étrangères du Groenland. Le New York Times ajoute que la première ministre danoise, Mette Frederiksen, n'a pas réagi à une déclaration amère. Dans une déclaration publiée jeudi sur les réseaux sociaux, elle semblait accepter certains détails discutés, tout en rejetant d'autres,
comme le transfert de parties du Groenland. Nous pouvons négocier sur la sécurité, les investissements et l'économie, mais pas sur notre souveraineté, déclarait le texte. Les grandes matières premières sont là, les détails seront décisifs. Le New York Times écrit qu'ici, l'accès aux terres rares doit être bloqué pour la Russie et la Chine. J'ai abordé ce sujet dans la vidéo précédente. Les terres rares ne sont actuellement définitivement pas un facteur pertinent dans l'intérêt américain. À moyen ou long terme, cela jouera un rôle en permettant de s'approvisionner en matières premières sans passer par la Russie ou la Chine. Cela empêche aussi ces deux nations d'utiliser secrètement des installations au Groenland à des fins d'espionnage ou militaires, ce qui reste théoriquement possible. Abordons la mission de l'OTAN en Arctique. Le Groenland est largement inhabité. Un jour, la Russie pourrait soudain y déployer des troupes. Il ne s'agirait pas d'occuper des villes, ni d'attaquer la base aérienne américaine de Pituffik, mais simplement d'établir des camps sur la côte Est. La Russie pourrait envisager ce test pour l'OTAN, souvent évoqué. Les scénarios tournent généralement autour de Narva, en Estonie, mais on a aussi évoqué certaines parties de la Finlande, et bien sûr, cela pourrait aussi concerner le Groenland. Ici, un argumentaire commencerait. Personne n'a été tué ni privé de liberté. Doit-on vraiment lancer une guerre contre la Russie simplement parce qu'ils occupent un rocher sans nous déranger? Un autre argument serait « il y fait si froid ». Les Russes finiront de toute façon par partir d'eux-mêmes à la longue, donc nous n'avons pas à nous en préoccuper. Voici des réponses possibles si les Danois demandent de l'aide, alors que plus de troupes de l'OTAN sont déjà présentes. Après ce retrait, on peut bloquer des points idéaux pour cela. Parce qu'on peut déjà à l'avance identifier les endroits où il serait particulièrement avantageux de débarquer des troupes. Où le terrain permettrait d'établir rapidement une base, où l'environnement se prête à la création d'une telle base surprise, construite en secret. On peut bloquer ces points à l'avance en y construisant sa base, mais cela exige aussi la présence de troupes de diverses nations sur place. Et ainsi, on serait aussi en mesure de réagir beaucoup plus rapidement. Dans un tel cas, pour confronter immédiatement les Russes avec ses propres troupes. On peut donc compliquer considérablement la tâche de la Russie en déployant des troupes de l'OTAN au Groenland. Et la Russie devrait éventuellement engager des combats pour pouvoir occuper la zone. Ainsi, l'île du Groenland a été placée sous une forte protection de l'OTAN, qui sera nettement renforcée si des troupes sont déployées. L'implication de l'OTAN évite aux États-Unis d'assumer seuls la responsabilité. Ils auraient pu construire d'autres bases selon l'accord, mais auraient dû gérer et financer la logistique eux-mêmes. La construction des camps et bien sûr aussi la solde sur place. Car il est évident qu'à un tel endroit, la solde d'un soldat est multipliée à cause des primes, par rapport à celle qu'il toucherait dans des zones climatiques nettement plus agréables. Et là, il faut simplement être honnête. Sans les menaces de Donald Trump, un tel stationnement aurait probablement été évité là-bas. Si nous voulons donc comprendre, nous devons reconnaître à quel point le Groenland est important pour la défense des États-Unis. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo liée ici. Sans le Groenland, les États-Unis auraient moins de temps d'alerte en cas d'attaque nucléaire russe ou chinoise. Le lancement des missiles serait bien plus difficile, tout comme la riposte, car le temps de réaction à une attaque russe ou chinoise serait réduit. Cela affaiblirait la dissuasion nucléaire américaine. De plus, le Groenland est également important pour le contrôle de l'accès à l'Atlantique. Cela t'a été expliqué en détail dans la vidéo. Si cela vous intéresse, comme je l'ai dit, je vous mets le lien. Il faut reconnaître que l'inquiétude de Washington face au rapprochement entre le Groenland et la Chine est en partie justifiée. Cela ne signifie pas que nous devons être trop enthousiastes et tout minimiser. Et même si certains portails, manifestement très proches de Trump, parlent ici de « the art of the deal », dans le sens de « voilà comment on fait vraiment des affaires », ne devrions-nous pas aborder cela de manière critique? Trump aurait obtenu la même chose en demandant poliment « nous avons besoin du Groenland pour la défense ». Comment garantir la sécurité américaine avec un Groenland indépendant? On aurait pu partir de là pour négocier. Le Danemark n'est pas du tout endormi, comme le souligne The Diplomate. Certaines offres chinoises d'investissement infructueuses au Groenland ont soulevé des inquiétudes sur les risques potentiels de sécurité liés à ces investissements.
En 2016, la tentative de General Nice d'acquérir une base navale danoise désaffectée a suscité la controverse. Cela a poussé Copenhague à intervenir, à bloquer la vente et à reprendre le contrôle de la base. On craignait que cela n'ouvre la porte à une future présence militaire chinoise sur l'île. Une offre chinoise de janvier 2018 pour aider à l'extension des pistes au Groenland a été bloquée par Copenhague. Nous voyons donc Copenhague. Ils ne sont donc nullement naïfs ou aveugles quant à une possible activité de la Chine et de la Russie au Groenland. Ils bloquent même les investissements chinois susceptibles d'améliorer l'infrastructure locale, s'ils jugent que cela interfère dans la zone de l'OTAN. Faire comme si les Danois s'en fichaient complètement, c'est tout simplement faux. Donald Trump s'est comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, menaçant même d'opérations militaires contre un allié fidèle. Cela a causé des dégâts irréparables, même si l'accord est conclu. L'Europe n'a guère d'autre choix que de se protéger contre les pressions et les chantages futurs venant de Washington. Une vidéo à ce sujet est actuellement en montage et sera publiée dans les prochains jours. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Passons maintenant à la question la plus importante que beaucoup se poseront. Pourquoi ? Pourquoi Donald Trump fait-il cela ? Quel était son plan ? Car le fait qu'il s'agissait d'un plan et non de folie clinique, comme certains aimeraient te dire, c'est ce que montre Panama. Ici, il faut simplement dire, Panama le prouve, car là-bas aussi, cela a été fait exactement de la même manière. D'abord, il y a eu une pression d'annexion, puis des accords beaucoup moins étendus, des concessions moins importantes, et avec cela, Donald Trump était satisfait. Quand Donald Trump a-t-il parlé pour la dernière fois du canal de Panama ? Donc, si c'était le plan, pourquoi ce plan ? Je ne peux que spéculer, mais essayons d'expliquer cela rationnellement. Il me semble qu'il n'est jamais vraiment sorti de l'euphorie immobilière. À New York, menacer massivement a peut-être fonctionné. Par exemple, j'utilise l'éminent domaine pour t'exproprier et pousser la vente de tes droits aériens afin de construire un gratte-ciel, ce qui était l'objectif. S'il avait demandé seulement les droits aériens, ils auraient pu ne jamais être vendus, ou auraient coûté bien plus cher. Et la personne, après avoir été extrêmement menacée au début, est ensuite soulagée d'avoir la paix, et finit peut-être par vendre ses droits à un prix nettement meilleur. Après avoir rencontré de l'opposition au sein du cabinet lors de son premier mandat, cela s'est produit à plusieurs reprises là-bas. Les membres de son cabinet, comme le ministre de la Défense, se sont exprimés clairement à son égard. Mattis a plusieurs fois stoppé les plans de Trump. Et après avoir rencontré une opposition massive au sein du cabinet lors de son premier mandat, il s'est manifestement entouré de lèche-bottes pendant son mandat actuel. Il suffit de regarder les réunions du cabinet. Nous l'avons ici dans The Detroit News. Ils écrivent « Est-ce une fête de l'amour ou une réunion du cabinet ?» Et si nous regardons les réunions du cabinet de Trump, cela donne cette impression. Avant même que chacun ne fasse son rapport, il y a pendant plusieurs minutes des éloges sur à quel point Trump est génial, à quel point il est formidable, et à quel point toutes ses décisions étaient intelligentes. Regardez les réunions du cabinet publiées. On dirait plus la Corée du Nord que les États-Unis. Même Ann Coulter, autrefois grande fan et l'une de ses premières soutiens célèbres, a écrit sur X. Serait-il possible de tenir une réunion du cabinet sans les hommages dignes de Kim Jong-il ? Il n'y a sans doute personne dans son cabinet pour lui dire que le plan est une mauvaise idée. Peut-être est-il obsédé par la victoire, ce qui le pousse à voir trop souvent le monde comme un jeu à somme nulle. Pour lui, s'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant, et il veut être le gagnant à tout prix. Pour le Panama, il a d'abord affirmé « Nous allons récupérer le canal », ce qui a été interprété comme une revendication d'annexion. Le ministre des Affaires étrangères est ensuite venu, et le Panama a annulé l'accord d'investissement avec la China Belt and Road. Une pression a également commencé pour revendre les ports, d'une entreprise chinoise à une entreprise américaine. Les navires de guerre américains n'ont effectivement plus à payer pour l'utilisation du canal. Ils continuent de payer sur le papier, mais en même temps, l'autorité du canal leur verse exactement la même somme pour avoir protégé le canal pendant ce temps. C'est simplement un transfert comptable, mais les navires de guerre américains ne paieront plus le passage. Il a aussi été évoqué de possibles nouvelles bases militaires américaines et une augmentation des exercices conjoints avec les forces panaméennes.
La plupart de ces choses auraient pu être obtenues par une simple demande polie du président actuel, déjà plutôt à droite politiquement. Et il a montré qu'il est en faveur de l'ordre public, de la gestion de la migration, etc. Il est bien plus aligné sur la ligne américaine que ne l'était, par exemple, le président précédent. Au besoin. On aurait pu aller au Panama et leur proposer un nouveau pont sur le canal. Pour des dollars. Pour les États-Unis, c'est insignifiant. Le résultat serait le même. Mais au lieu d'une génération de Panaméens qui détestent maintenant les États-Unis, à l'avenir, des générations de Panaméens auraient traversé le pont de l'amitié américano-panaméenne et auraient ainsi amélioré la relation avec les États-Unis. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une vidéo précédente, dont je mets le lien ici. Comme on le voit, c'est systématique. Donald Trump a un plan. Il menace fortement la nation, pour ensuite se contenter d'une fraction ou d'une partie de ses exigences. Cela fonctionne pour lui. Il obtient ce qu'il veut. Les navires de guerre américains ne paient plus pour traverser le canal. Et il sera peut-être en mesure, au Groenland, de bloquer les investissements chinois et russes. Il pourrait y avoir plus de bases sûres là-bas. Mais cela aurait aussi pu se faire autrement. Nous pouvons donc conclure. Donald Trump avait un plan pour le Groenland, mais il était mauvais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Demain, à 20 h, heure allemande, un live stream présentera un rapport sur la guerre en Ukraine, suivi d'une session de questions-réponses. Là-bas, vous pourrez poser vos questions sur ce sujet si besoin. Comme dit, abonnez-vous à la chaîne. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci aussi au soutien sur Patreon et aux membres YouTube. Merci au lieutenant-colonel Thomas Kamp, au lieutenant Jans von Eck, Uwe Dufresne, Tubib, Carsten Schulz, Gulasch Nascher Sie 1000 Tequila, 42, Badass, Lawyer, Matt Brick, Robert, Feel Will, Soundlab, Mütter, Halbmensch, Halbköter, Mahamori, Beertainment, Yenis, Gu, Anti-X, Sacha Müller, Cunningham et Stress. Merci à tous. Rien n'aurait été possible sans vous.